Ma belle-sœur a souri en coin, dommage que tu n'aies pas pu avoir d'enfant. Mon mari a gloussé, on avait besoin de meilleurs gènes de toute façon. Je n'ai pas scié. Je me suis juste levé, j'ai souri, et je lui ai tendu un dossier. Personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Mais quand il l'a ouvert, son sourire s'est figé, et je suis sorti sans me retourner. Chloé, tu rayonnes, a dit mon amie Sophie en me serrant la main à travers la table du restaurant. Le mariage te va si bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. 6 mois après mon mariage avec Julien, j'avais toujours l'impression de flotter sur un nuage. J'attendais que le bâtiment blesse, j'ai avoué en faisant tournoyer ma bague de mariage. C'est presque trop parfait. Sophie a ri. Tu mérites ce bonheur après ce que tu as vécu avec Antoine. J'ai frissonné en me remémorant mon ex-petite amie qui m'avait trompé avec ma colocataire. Cette trahison m'avait laissé en proie au doute concernant tout ce qui touchait à l'amour et à la confiance. Mais Julien était différent. Dès que Paul nous a présentés dans ce café en centre-ville, j'ai su qu'il était spécial. Je te le dis, vous êtes faits l'un pour l'autre, avait dit Paul, poussant pratiquement Julien vers ma table. Vous aimez tous les deux ces films étrangers bizarres que personne d'autre ne comprend. Julien s'était approché nerveusement, une tasse de café à la main. Alors Paul a dit, tu es la seule autre personne à Lyon qui ait réellement apprécié ce film russe de 3 heures sur la fabrique de pain. J'avais éclaté de rire. Ce n'était pas du pain. C'était une métaphore de la condition humaine. Tu vois, c'est pour ça qu'on doit être amis, avait-il dit en s'asseyant en face de moi. Des heures plus tard, nous parlions toujours. Le café s'était vidé autour de nous, mais aucun de nous ne voulait partir. Julien m'avait parlé de son travail dans une agence de marketing, de son rêve de voyager en Nouvelle-Zélande, de sa relation légèrement obsessionnelle avec les mots croisés. J'avais partagé mon travail dans l'association caritative, ma peur des araignées, mon addiction secrète aux émissions de télé-réalité. J'ai une confession, avait-il dit alors que nous rassemblions enfin nos affaires. En fait, je n'aime pas les films étrangers. Je voulais juste une excuse pour te parler. Cette honnêteté m'avait captivé. Pas de jeu, pas de faux semblants, juste un intérêt sincère à apprendre à me connaître. Les 6 mois suivants furent un tourbillon. Julien apparaissait à mon bureau avec des déjeuners surprises, prétendant être dans le quartier, alors que son lieu de travail était à l'autre bout de la ville. Nous passions des week-ends entiers à explorer Lyon, à découvrir de petites librairies et à essayer des restaurants dont nous n'avions jamais entendu parler. J'adore la façon dont tu vois le monde, m'a-t-il dit un soir alors que nous marchions le long des quais du Rhône. Tu trouves de la magie dans les choses ordinaires. La demande en mariage est survenue lors d'une randonnée dans le parc national des Écrins. Nous avions marché jusqu'à un lac isolé, et alors que le soleil se couchait sur l'eau, Julien s'est soudainement mis à genoux. Je sais que cela peut sembler précipité, a-t-il dit, la voix tremblante. Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? La bague était magnifique, une monture vintage qu'il avait trouvée dans une brocante, sachant que je préférais les pièces uniques aux diamants traditionnels. Quand j'ai dit oui, il m'a fait tourner sur moi-même là, sur le rivage rocheux, nous rions et pleurions en même temps. Planifier le mariage fut un jeu d'enfant. Nous voulions tous les deux quelque chose de petit et d'intime, juste la famille et les amis proches. Ma mère s'inquiétait que nous nous précipitions, mais même elle ne pouvait contester à quel point nous étions heureux ensemble. Le jour de notre mariage fut parfait. La cérémonie dans le jardin de mes parents ressemblait à une célébration non seulement de notre amour, mais aussi de nos familles qui se réunissaient. Les parents de Julien m'ont accueilli chaleureusement, et sa sœur Béatrice semblait sincèrement heureuse d'avoir une nouvelle belle-sœur. Bienvenue dans la famille, avait-elle dit en me serrant fort dans ses bras après la cérémonie. Julien parle de toi sans arrêt depuis des mois. La lune de miel en Provence fut tout ce dont j'avais rêvé. Nous avions loué une petite villa et passé nos journées à explorer des villages médiévaux et des vignobles. Julien se levait tôt pour m'apporter du café au lit, et nous planifions nos aventures de la journée tout en regardant le lever du soleil sur les collines. Je veux me souvenir de chaque instant de ceci, lui ai-je dit un matin alors que nous étions assis sur notre terrasse. Nous avons une vie entière de moments devant nous, a-t-il répondu en m'embrassant le front. S'installer dans la vie de jeune marié à la maison fut naturel. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin et j'ai adoré la rendre à nous. Julien rentrait du travail avec des fleurs du marché, prétendant que c'était des cadeaux pour le plaisir. Nous avons établi des routines qui semblaient réconfortantes plutôt qu'ennuyeuses. Les lundis soirs sont devenus nos expériences culinaires où nous essayions de recréer des plats de nos voyages.
Julien était maladroit dans la cuisine, mais son enthousiasme compensait son manque de compétences. Nous finissions par commander des pizzas après avoir brûlé tout ce que nous tentions. Mais nous rions jusqu'à en avoir mal aux côtes. Tu sais ce que j'aime le plus dans le mariage, a-t-il dit un soir alors que nous nettoyions un nouveau désastre en cuisine. Avoir quelqu'un avec qui partager tous ces moments ridicules. Les samedis matins étaient sacrés. Nous dormions plus tard, puis passions des heures au lit à parler de tout et de rien. Julien traçait des motifs sur mon bras pendant que je lui racontais mes rêves bizarres. Et il partageait les derniers drames de son travail ou les histoires de sa famille. Je veux construire quelque chose de beau avec toi, a-t-il dit un samedi, regardant notre chambre ensoleillée. Une vraie maison, une vraie famille. La conversation sur les enfants est venue naturellement. Nous nous promenions dans le parc et voyions des enfants jouer ou rendions visite à des amis avec de nouveaux bébés, et nous nous retrouvions à parler de notre future famille. J'espère que nos enfants auront tes yeux, disait Julien en étudiant mon visage. Et ton sens de l'humour. J'espère qu'ils auront ta patience, répondais-je, et ta capacité à te faire des amis avec tout le monde. Ces conversations semblaient faciles, naturelles. Nous discutions des prénoms que nous aimions, nous nous demandions combien d'enfants nous voulions, nous imaginions les fêtes avec de petits enfants courant partout. L'avenir s'étirait devant nous, plein de possibilités. Mais vers le 7e mois, quelque chose a commencé à changer. Julien a commencé à travailler plus tard, rentrant distrait et fatigué. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, moins détaillées. « Tout va bien au travail ?» ai-je demandé un soir, remarquant qu'il avait à peine touché son dîner. « Bien », a-t-il dit en faisant défiler son téléphone. Juste la saison chargée. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Tous les mariages ont leurs ajustements, n'est-ce pas? Nous essayons encore de comprendre comment être mari et femme, pas seulement petit ami et petite amie. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose changeait entre nous. Le changement est devenu impossible à ignorer quand Julien a commencé à laisser des magazines pour bébés sur la table basse. Pas seulement un ou deux, mais des piles, avec des pages pliées aux sections de décoration de chambres d'enfants et d'avis sur le matériel pour bébés. Je les trouvais éparpillés dans la maison comme des miettes de pain menant à une conversation dont je n'étais pas prête à avoir. « Regarde ce lit », a-t-il dit un mardi matin, me poussant son téléphone à travers la table du petit déjeuner. Il se convertit en lit d'enfant. Un investissement intelligent, non? J'ai regardé l'écran, mon café refroidissant dans mes mains. Un investissement pour quoi exactement? Pour quand nous aurons des enfants, a-t-il dit comme si c'était évident. Nous devrions commencer à penser à ces choses maintenant. Le ton désinvolte de sa voix me troublait. Quand les enfants étaient-ils passés d'un rêve pour plus tard à une attente immédiate? Je les regardais faire défiler plus de meubles pour bébé, ses yeux brillants d'un enthousiasme qui me semblait étranger. Ne penses-tu pas que nous devrions d'abord parler du calendrier, ai-je demandé prudemment. Il a levé les yeux et pendant un instant, j'ai vu quelque chose clignoter sur son visage. De l'impatience. De la frustration. C'était parti si vite que j'ai failli me convaincre que je l'avais imaginé. Nous sommes mariés depuis 8 mois, Chloé. La plupart des couples commencent à essayer après 1 an. La plupart des couples, la phrase flottait dans l'air entre nous. Quand avions-nous été réduits à une statistique au lieu de partenaires prenant des décisions ensemble? Ce soir-là, je l'ai trouvé dans la chambre d'amis, mesurant les murs avec un mètre ruban. La pièce que nous utilisions comme bureau à domicile était soudainement évaluée pour quelque chose d'autre. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé depuis le seuil. « Je vérifie juste si un lit standard rentre », a-t-il dit sans lever les yeux. Ce serait une parfaite chambre d'enfant. Ma poitrine s'est serrée. Julien, nous n'avons même pas décidé si nous étions prêts. Il s'est redressé, croisant mon regard pour la première fois depuis des jours. N'es-tu pas prête? Je veux dire, qu'attendons-nous? La question semblait lourde de sens, dangereuse. J'ai cherché dans son visage l'homme qui avait l'habitude de me demander mon avis sur tout, qui appréciait mes pensées et mes sentiments. La personne qui me regardait en retour semblait être une étrangère. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je pensais juste que nous aurions plus de temps pour profiter d'être mariés d'abord. Son expression s'est assombrie. Du temps pour quoi? Nous ne rajeunissons pas, Chloé. Le voilà. Encore cette phrase qui me donnait l'impression d'échouer à un calendrier invisible. À 28 ans, j'avais l'impression d'avoir largement le temps de prendre cette décision.
Mais l'urgence de Julien me faisait tout remettre en question. Au cours des semaines suivantes, chaque conversation revenait inévitablement aux enfants. Les dîners avec des amis devenaient des occasions pour lui de commenter leurs enfants. Les films à thème familial provoquaient de longues discussions sur les styles parentaux. Même faire les courses se transformait en leçons sur les aliments bio pour bébés et les produits de sécurité pour enfants. « Tu sais que Sophie est de nouveau enceinte ?» a-t-il dit un soir, levant les yeux de son téléphone. « Ça fera 3 enfants en 5 ans. » J'ai senti le nœud familier dans mon estomac. Tant mieux pour elle. Elle a dit qu'il n'essayait même pas cette fois. Ça s'est fait naturellement. Il a fait une pause, étudiant mon visage. Ça te fait te demander ce que nous faisons de mal. Mal. Le mot m'a frappé différemment de ce qu'il avait probablement voulu dire. Faisions-nous quelque chose de mal en ne commençant pas immédiatement une famille? Étais-je mal de vouloir me sentir plus installé d'abord? Le pire, c'est comment la pression me transformait. Je me suis retrouvé à éviter les conversations liées au bébé avec mes amis, à redouter les réunions de famille où les parents me demanderaient inévitablement nos projets. Chaque mois qui passait ressemblait à un autre échec aux yeux de Julien. Ma mère a demandé si nous avions des problèmes de fertilité, a-t-il dit un soir, sur un ton désinvolte, mais ces mots étaient cinglants. J'ai failli laisser tomber le livre que je lisais. Tu as discuté de notre vie privée avec ta mère. Elle est juste inquiète. Nous sommes mariés depuis presque 1 an. 1 an, ce n'est pas si long, Julien. Si, quand tu as 32 ans, a-t-il claqué. Certains d'entre nous n'ont pas le luxe d'attendre éternellement. Le commentaire m'a blessé. Je ne demandais pas à attendre éternellement. Je demandais que nous prenions cette décision ensemble quand nous nous sentirions tous les deux prêts. Mais d'une manière ou d'une autre, mon hésitation était devenue l'ennemi. J'ai commencé à remarquer comment il me regardait différemment maintenant. Là où son regard était autrefois chaleureux et affectueux, il semblait maintenant calculateur, comme s'il évaluait ma valeur en fonction de mon potentiel reproducteur plutôt que de me voir comme la femme dont il était tombé amoureux. Peut-être devrions-nous voir un médecin, a-t-il suggéré un matin au petit déjeuner, juste pour être sûr que tout fonctionne correctement. Fonctionne correctement, ai-je répété avec incrédulité. Je ne suis pas une machine, Julien. Tu sais ce que je veux dire? Nous devrions nous faire examiner. Écarter tout problème. Problème. Ce mot encore. Quand mon corps était-il devenu un problème à résoudre plutôt que quelque chose à chérir? Le point de rupture est survenu lors d'un dîner chez ses parents. Sa mère Madame Dubois et sa belle-sœur Madame Martin étaient toutes là. Et d'une manière ou d'une autre, la conversation s'est tournée vers les enfants. Madame Martin est enceinte de son 3e, a annoncé fièrement Madame Dubois. Félicitations, ai-je dit en forçant un sourire. Et vous deux, a demandé Madame Martin, sa main posée sur sa bosse à peine visible. Des projets? J'ai senti le regard de Julien sur moi, attendant ma réponse. L'attente dans la pièce était suffocante. Nous essayons toujours de comprendre, ai-je dit prudemment. De comprendre, a ri Madame Dubois. Qui a-t-il à comprendre? Vous êtes mariés depuis presque 1 an. Certaines personnes ont besoin de plus de temps, ai-je dit, me sentant sur la défensive. Du temps pourquoi, a insisté Madame Martin. Vous ne rajeunissez pas. Si vous attendez trop longtemps, vous pourriez manquer votre chance. Les mots étaient comme une gifle. J'ai regardé Julien, m'attendant à ce qu'il me défende, qu'il mette fin à cette intrusion. Au lieu de cela, il hochait la tête comme s'ils énonçaient simplement des faits. Peut-être devrions-nous arrêter d'être si prudents, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. La vie n'attend pas le moment parfait. Le trajet de retour fut silencieux, mais je pouvais sentir la tension émanant de lui. Quand nous sommes entrés, il a finalement explosé. Veux-tu des enfants, oui ou non, a-t-il exigé. Parce que si ce n'est pas le cas, j'ai besoin de le savoir maintenant. La question flottait entre nous comme un défi. Je voulais des enfants un jour. Mais je voulais aussi les vouloir avec la bonne personne au bon moment, pour les bonnes raisons. Pas parce que je subissais des pressions ou parce que tout le monde s'y attendait. Je veux des enfants quand nous serons tous les deux prêts, ai-je dit calmement. Quand sera-ce? Quand tu auras 35 ans. 40 ans. Ces mots devenaient cruels, conçus pour blesser plutôt que pour comprendre. Ce n'était pas l'homme doux et patient que j'avais épousé. C'était quelqu'un qui me voyait comme un obstacle à son calendrier. Je ne sais pas, ai-je avoué, mais je sais que ce n'est pas pour tout de suite.
Quelque chose de froid s'est installé dans ses yeux. Alors peut-être que nous avons un problème. Le problème entre Julien et moi a couvé pendant des semaines après cette confrontation, mais c'est l'intérêt soudain de Béatrice pour ma santé qui a d'abord éveillé mes soupçons. Elle avait toujours été suffisamment amicale, mais maintenant elle venait chez moi avec des tisanes et des suppléments vitaminiques. Tu as l'air fatiguée, Chloé, a-t-elle dit un après-midi, posant un sac de bouteilles mystérieuses sur le comptoir de ma cuisine. Ceux-ci aideront à stimuler votre énergie. Je les prends religieusement. J'ai ramassé une des bouteilles, lisant les ingrédients inconnus. Qu'est-ce que c'est exactement? La santé des femmes, a-t-elle dit vaguement. Équilibre hormonal, soutien de la fertilité. Vous savez, tout ce dont nous avons besoin pour rester en bonne santé. Quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise, mais je ne parvenais pas à identifier pourquoi. Elle semblait tellement désireuse que je les prenne, presque insistante à ce sujet. Le mélange de thé vert est particulièrement bon, a-t-elle poursuivi, en sortant un paquet sans étiquette. Je le prépare frais tous les matins. Vous devriez essayer. Je l'ai remercié et j'ai tout rangé, mais quelque chose me tracassait. Depuis quand Béatrice s'intéressait elle autant à ma santé? Elle n'avait jamais montré une telle préoccupation auparavant. Au cours des jours suivants, elle a continué à vérifier les suppléments. Des SMS demandant si je les prenais régulièrement, des appels téléphoniques pour savoir comment j'allais. Quand j'ai mentionné que je ne les avais pas encore commencés, sa voix a pris un ton tranchant. Chloé, tu devrais vraiment mieux prendre soin de toi, surtout si Julien et toi prévoyez de fonder une famille. Il y avait à nouveau la pression constante concernant les enfants. Mais venant de Béatrice, cela semblait différent, plus calculé. J'ai commencé à porter plus d'attention à son comportement lors des réunions de famille. Elle était toujours la première à m'offrir des boissons, insistant sur des thés ou des smoothies spécifiques qu'elle avait préparés. Quand je déclinais poliment, elle devenait étrangement persistante. Et c'est juste une gorgée, disait-elle, me plaçant presque la tasse dans les mains. Je l'ai fait spécialement pour toi. La percée s'est produite lorsque je suis arrivé tôt au dîner du dimanche chez les parents de Julien. Je cherchais la salle de bain quand j'ai entendu des voix venant de la cuisine. Béatrice et sa mère, Madame Dubois, parlant à voix basse et urgente. Combien de temps devons-nous continuer ainsi, disait Béatrice. Jusqu'à ce qu'elle arrête d'essayer, vint la réponse. Le médecin a dit que cela pourrait prendre des mois pour que son système se nettoie complètement, mais nous devons être constants. Mon sang s'est glacé. Je me suis collé au mur du couloir, me penchant pour entendre plus. Elle commence à se méfier des suppléments, a poursuivi Béatrice. Elle pose trop de questions. Alors trouve un autre moyen. Mets-le dans sa nourriture au dîner. Elle nous fait confiance. Et si Julien découvrait? Il ne le fera pas. Il est trop concentré sur le fait de la blâmer pour ne pas être tombée enceinte. Il n'a aucune idée que nous aidons la nature. Les mots m'ont submergé comme une vague. Il me droguait, délibérément, m'empêchant de concevoir. Pendant que mon mari devenait de plus en plus frustré et distant chaque mois qui passait, j'ai réussi à me glisser dehors et à rentrer par la porte d'entrée, faisant comme si je venais juste d'arriver. Mais mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon sac à main. Pendant le dîner, j'ai regardé Béatrice avec de nouveaux yeux. Elle a insisté pour me servir personnellement, s'assurant que j'ai la salade spéciale qu'elle avait préparée. Chaque sourire encourageant ressemblait maintenant à quelque chose de sinistre. Chaque geste de soin se révélait être de la manipulation. Tu ne manges pas beaucoup, a-t-elle observé. Tu dois garder tes forces. Je me suis forcé à prendre quelques bouchées, l'estomac se retournant à chaque déglutition. Depuis quand cela durait-il? Combien de repas, combien de thé, combien de suppléments utiles avais-je consommé sans savoir ce qu'ils contenaient vraiment? Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet du docteur Leroux et j'ai pris rendez-vous en urgence. Lorsque j'ai expliqué mes préoccupations à l'infirmière, elle m'a fait passer cet après-midi-là. J'ai besoin d'analyse sanguine complète, ai-je dit au docteur Leroux. Je pense que quelqu'un pourrait affecter ma capacité à concevoir. Il a haussé un sourcil, mais n'a pas questionné ma demande. Nous allons tout tester. Hormones, vitamines, toute substance étrangère qui pourrait interférer avec votre système reproducteur. 3 jours plus tard, il a appelé avec des résultats qui ont confirmé mes pires craintes. Chloé, j'ai besoin que vous veniez immédiatement. Il y a des découvertes inquiétantes dans vos analyses de laboratoire. Assise dans son bureau cet après-midi-là,
j'ai senti la pièce tourner pendant qu'il expliquait ce qu'ils avaient trouvé. Il y a un bloqueur d'hormones synthétiques dans votre système. Ce n'est pas quelque chose que l'on prend accidentellement. Il est spécifiquement conçu pour prévenir l'ovulation et l'implantation. Quelqu'un vous a administré cela régulièrement sur plusieurs mois. Les termes cliniques m'ont submergé, mais le sens était parfaitement clair. J'avais été empoisonné systématiquement par des personnes en qui j'avais confiance, des personnes qui étaient censées m'aimer. Pouvez-vous l'inverser, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Oui, mais cela prendra du temps. Selon la durée de votre exposition, il faudra plusieurs mois avant que votre système ne revienne à la normale. J'ai quitté son bureau avec des copies de tous mes résultats d'analyse, mes mains serrant la preuve de la trahison. Mais j'ai aussi quitté avec autre chose, une détermination croissante à exposer la vérité. Ce soir-là, je me suis assise dans ma voiture devant la maison de Béatrice, la regardant par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle préparait ce qui ressemblait à une autre fournée de son mélange de thé spécial. J'ai pris des photos, documentant tout ce que je pouvais. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu une détective dans ma propre vie. J'ai trouvé les suppléments que Béatrice m'avait donnés et je les ai emmenés dans un laboratoire privé pour analyse. J'ai enregistré des conversations quand elle appelait pour vérifier ma santé. J'ai même installé une petite caméra dans ma cuisine pour capturer ce qu'elle pourrait ajouter à la nourriture lors de ses visites. Les preuves se sont rapidement accumulées. Les suppléments contenaient les mêmes bloqueurs d'hormones que ceux trouvés dans mon sang. Le mélange de thé contenait des composés supplémentaires conçus pour perturber mon cycle menstruel. Même certains des plats du dîner lors des réunions de famille étaient contaminés. Mais la preuve la plus accablante provenait d'une conversation que j'avais enregistrée entre Béatrice et sa mère lors d'une visite chez moi. L'héritage est trop important pour être risqué, ai-je entendu la mère de Béatrice dire à travers mon enregistreur caché. Si elle a des enfants, la part de Julien sera divisée. Nous ne pouvons pas le permettre. Je sais, mais cela devient compliqué. Elle pose trop de questions. Alors nous devons agir plus vite. Fais croire à Julien que c'est elle le problème. S'il divorce d'elle pour infertilité, nous sommes protégés. En écoutant cet enregistrement, tout a finalement pris sens. Il ne s'agissait pas seulement de m'empêcher d'avoir des enfants. Il s'agissait d'argent, de s'assurer que l'héritage de Julien ne serait pas partagé avec de futurs petits-enfants. Ils étaient prêts à détruire mon mariage, ma santé et mes rêves pour leurs propres gains financiers. Mais maintenant, j'avais des preuves, et j'allais les utiliser. Planifier la confrontation a nécessité plus de réflexion stratégique que je n'en avais jamais appliqué à quoi que ce soit dans ma vie. J'ai passé la semaine à orchestrer soigneusement chaque détail, sachant que je n'aurais qu'une seule chance d'exposer la vérité avant qu'ils ne puissent orienter le récit en leur faveur. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle ne l'aurait dû lorsque je l'ai scellée ce vendredi matin. À l'intérieur se trouvaient les résultats de laboratoire, les conversations enregistrées, des photographies des suppléments contaminés et les papiers de divorce que mon avocat m'avait aidé à préparer. Mais il y avait un document de plus, quelque chose que j'avais découvert seulement 2 jours plus tôt et qui allait briser toutes les illusions restantes sur la vraie nature de cette famille. J'avais engagé un détective privé pour approfondir leur situation financière, et ce qu'il a découvert était stupéfiant. L'héritage de Julien n'était pas seulement substantiel, il était conditionnel. Le testament de son grand-père stipulait spécifiquement que l'argent serait divisé entre tous les héritiers biologiques. Si Julien avait des enfants, sa part serait partagée avec eux. Mais s'il restait sans enfants, il hériterait de tout. Plus accablant encore fut le dossier montrant que Béatrice avait consulté un avocat au sujet du droit des successions seulement 3 mois après notre mariage. Le calendrier n'était pas une coïncidence. Le dîner du dimanche chez les parents de Julien donnait l'impression d'entrer dans un théâtre où chacun connaissait son rôle, sauf le public. Je suis arrivé pile à l'heure, l'enveloppe discrètement glissée dans mon sac à main, ma bague de mariage délibérément absente de mon doigt. Chloé, ma chérie, m'a salué Madame Dubois avec ses habituels bisous aériens. Tu as l'air merveilleuse. Béatrice a fait ton rôti préféré. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Je me demandais quels ingrédients spéciaux elle avait ajoutés cette fois-ci. Julien m'a tiré ma chaise avec une galanterie exagérée, sa main s'attardant sur mon épaule. Tu sembles différente ce soir, a-t-il murmuré. Plus détendu. Si seulement il savait. Je ne m'étais jamais senti plus concentré de ma vie. Béatrice s'agitait dans la cuisine, faisant un spectacle de servir tout le monde. Quand elle a posé mon assiette devant moi, j'ai croisé son regard et j'ai souri gentiment. Merci de toujours prendre si bien soin de moi,
ai-je dit, d'un ton chaleureux, mais mes mots soigneusement choisis. Elle a rayonné, complètement inconsciente de la nuance. N'importe quoi pour la famille. La conversation du dîner s'est déroulée autour de sujets typiques. Travail, météo, commérage de voisinage. J'ai participé minimalement, observant la dynamique familiale avec une nouvelle clarté. Chaque regard entre Béatrice et sa mère. Chaque signal subtil avait maintenant un sens parfait. Tu es silencieuse ce soir, a observé Monsieur Dubois. Tout va bien? Je pense à l'avenir, ai-je répondu honnêtement. En parlant de l'avenir, a dit Julien juste au bon moment. J'ai regardé des maisons dans le quartier de Montfleury. De bonnes écoles, une communauté familiale. Voilà. L'ouverture que j'attendais. Ça a l'air charmant, ai-je dit en attrapant mon sac à main. En fait, j'ai quelque chose pour toi, Julien. La conversation désinvolte s'est arrêtée alors que je me levais et sortais la grande enveloppe. Tous les yeux de la pièce se sont fixés sur moi alors que je faisais le tour de la table pour aller là où était assis Julien. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, acceptant l'enveloppe avec un sourire perplexe. Juste quelques papiers. Je pensais que tu devrais voir. Il l'a ouverte avec la confiance de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'imploser. J'ai regardé son visage pendant qu'il sortait le premier document. Les résultats de laboratoire montrant des bloqueurs d'hormones synthétiques dans mon système. Son sourire s'est effrité. Qu'est-ce que c'est? Continue à lire. Le document suivant était l'analyse des suppléments de Béatrice, puis les conversations enregistrées, puis la recherche sur l'héritage. À chaque révélation, de plus en plus de couleurs disparaissaient de son visage. Je ne comprends pas, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Vraiment? Laisse-moi t'aider à expliquer. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la table. Pendant 4 mois, j'ai été systématiquement drogué par des membres de cette famille pour m'empêcher de concevoir des enfants. Béatrice a laissé tomber sa fourchette avec un cliquetis. Madame Dubois s'est raidie sur sa chaise. C'est ridicule, a bégayé Béatrice. Pourquoi le ferions-nous? Parce que les enfants signifieraient partager l'héritage de Julien, ai-je poursuivi calmement. Quelque chose que tu savais depuis que tu avais consulté un avocat 3 mois après notre mariage. La tête de Julien s'est redressée. Quel héritage? J'ai presque eu pitié de lui. Il ignorait sincèrement la nature conditionnelle du testament de son grand-père. Le patrimoine de ton grand-père, ai-je expliqué. 15 millions d'euros qui sont divisés entre tous les héritiers biologiques. Pas d'enfant signifie que tu hérites de tout. Des enfants signifie partager. Le silence qui a suivi était assourdissant. Julien a regardé entre sa mère et sa sœur, la réalisation se dessinant sur son visage. Tu savais, a-t-il dit à sa mère. Tu savais pour le testament et tu ne me l'as pas dit. Nous te protégions, a-t-elle dit sur la défensive. Protéger la famille en empoisonnant ma femme. Nous protégeons ton avenir, a rétorqué Béatrice. Tu ne comprends pas les implications financières. Je comprends parfaitement, a interrompu Julien, sa voix s'élevant. Tu as drogué Chloé pour protéger l'argent. Il s'est tourné vers moi et pendant un instant, j'ai vu une lueur de l'homme que j'avais autrefois aimé. Chloé, je jure que je ne savais pas. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas chez moi, ai-je dit calmement. Tu m'as blâmé pour ne pas être tombée enceinte. Tu m'as fait me sentir brisée, défectueuse. J'étais frustrée, oui, mais je n'aurais jamais. Tu m'as dit que nous devrions peut-être divorcer si je ne pouvais pas avoir d'enfant, lui ai-je rappelé. Tu as rendu tes priorités très claires. Son visage s'est décomposé. J'étais en colère. Je ne le pensais pas, oui, tu l'as fait. J'ai sorti le dernier document de l'enveloppe, les papiers de divorce. Et c'est pourquoi je te facilite les choses. Le papier tremblait dans ses mains alors qu'il lisait. Chloé, s'il te plaît. Nous pouvons résoudre ça. Je vais les couper. Nous recommencerons à zéro. Non, ai-je dit simplement. Nous ne le ferons pas, mais je t'aime. Les mots ont flotté dans l'air, creux et dénués de sens. J'ai regardé autour de la table cette famille qui m'avait accueilli avec une telle chaleur au début. L'amour ne fait pas ce que vous avez fait, ai-je dit. L'amour ne laisse pas les autres empoisonner la personne à laquelle vous prétendez tenir. L'amour ne met pas de conditions basées sur la capacité reproductive. J'ai marché vers la porte, me sentant plus légère à chaque pas.
Derrière moi, des voix ont éclaté. Des accusations, des dénégations, des tentatives désespérées de sauver ce qui ne pouvait pas être sauvé. Chloé, attends, a appelé Julien. Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte et me suis retourné une dernière fois. Les papiers sont déjà déposés. Mon avocat vous contactera. Et puis je suis sorti dans l'air frais du soir, respirant librement pour la première fois depuis des mois. J'avais à peine fait 3 pas vers la porte d'entrée lorsque la chaise de Béatrice a raclé bruyamment contre le parquet. Sa voix, haute et désespérée, a traversé le silence abasourdi. « Attends, tu ne comprends pas » a-t-elle crié, sa composure complètement brisée. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Quelque chose dans sa panique m'a dit que ce moment n'était pas encore terminé. Béatrice, non, l'a prévenu vivement sa mère, mais il était trop tard. Le barrage avait cédé. Je protégeais cette famille, a poursuivi Béatrice, ses mots s'enchaînant dans une ruée frénétique. Tu penses tout savoir, mais tu ne sais pas. Les suppléments n'étaient que des vitamines, et le thé était pour ta santé. Béatrice a arrêté de parler, le père de Julien lui a commandé, mais elle ne l'écoutait plus. Je me suis lentement retourné pour lui faire face. Elle était debout maintenant, ses mains tremblantes, le mascara commençant à baver sous ses yeux. La femme parfaitement composée qui avait orchestré des mois de tromperie s'effondrait en temps réel. « Tu veux la vérité » a-t-elle dit, la voix craquante. « Bien. Oui, je t'ai donné ces suppléments. Oui, j'ai mis des choses dans ta nourriture, mais ce n'était pas censé te faire de mal de façon permanente. » L'aveu a frappé la pièce comme une force physique. Même si je le suspectais, l'entendre avouer si ouvertement a laissé tout le monde sans voix. Béatrice, a sifflé sa mère, mais Béatrice était au-delà du contrôle maintenant. Elle n'était jamais censée le découvrir, a poursuivi Béatrice, gesticulant sauvagement vers moi. Le médecin a dit que les effets finiraient par disparaître. Nous avions juste besoin de temps pour régler les choses, pour nous assurer que l'héritage reste dans la famille là où il appartient. Julien s'est levé lentement, son visage un masque d'incrédulité. « Tu as empoisonné ma femme. »« Je protégeais ton avenir », a rétorqué Béatrice. « As-tu la moindre idée de ce que représentent 15 millions d'euros ? Ce que cela pourrait faire pour cette famille ? Pour tes enfants quand tu en auras avec quelqu'un de plus adapté ?» Les mots ont flotté dans l'air comme un nuage toxique. « Quelqu'un de plus adapté ?» ai-je demandé, ma voix mortellement calme. Les yeux de Béatrice ont balayé la pièce, réalisant qu'elle en avait trop révélé. Mais les vannes étaient maintenant ouvertes. « Quelqu'un de notre cercle social ?» a-t-elle dit, relevant le menton avec défi. « Quelqu'un qui comprend l'héritage familial et la tradition. Quelqu'un qui ne diluerait pas la lignée avec. » « Avec quoi ?» ai-je insisté. « Avec des génétiques ordinaires ?» a-t-elle terminé, son masque de supériorité se remettant en place, même si son monde s'écroulait autour d'elle. Le silence qui a suivi fut si complet que j'ai pu entendre l'horloge de grand-père tic-taquer dans le couloir. Julien avait l'air d'avoir reçu une claque. « Des génétiques ordinaires ?» a-t-il répété lentement. « Tu penses que Chloé a des génétiques ordinaires ? Elle vient d'une famille de la classe moyenne, Julien. Son père est agent d'assurance. Sa mère travaille dans un cabinet dentaire. Quel genre d'héritage est-ce pour nos petits-enfants ? » Béatrice a ri. Le son a surpris tout le monde, y compris moi-même. « Tes petits-enfants » ai-je dit. « Béatrice, tu n'as pas d'enfants. Tu ne t'es jamais mariée. Qu'est-ce qui fait de toi l'autorité en matière de génétique adaptée ? » Son visage est devenu rouge. « J'ai sacrifié mon propre bonheur pour cette famille. J'ai dédié ma vie à préserver ce que notre grand-père a construit en empoisonnant des gens. En faisant des choix difficiles qui devaient être faits. » Madame Dubois a finalement retrouvé sa voix. « Béatrice, ça suffit. » Mais Béatrice était au-delà de l'arrêt. Des années de ressentiment et de droit se déversaient. « Tu crois que c'était facile pour moi ?» a-t-elle exigé. « Vous regardez tous les deux jouer à la maison pendant que l'héritage était en jeu, faire semblant de vous soucier de votre santé tout en veillant à ce que vous ne ruiniez pas tout ce pour quoi nous avons travaillé. »« Nous n'avons travaillé pour rien » a dit Julien calmement. « Grand-père l'a fait. Il a gagné cet argent et il voulait qu'il reste dans la famille. » Béatrice a crié, pas qu'il soit divisé entre une bande d'enfants aux gènes ordinaires de gens ordinaires. J'ai regardé autour de la pièce cette famille qui m'avait initialement accueilli avec tant de chaleur. Le père de Julien était assis la tête dans les mains.
Sa mère regardait sa fille comme si elle la voyait pour la première fois. Et Julien, le pauvre Julien, avait l'air complètement perdu. Depuis combien de temps, a-t-il demandé calmement. Depuis combien de temps préparez-vous cela? La défiance de Béatrice a vacillé un instant. Depuis la fête de fiançailles, quand nous avons réalisé à quel point tu étais sérieux avec elle. 2 ans, ai-je dit, le calendrier devenant clair. Tu prépares ça depuis 2 ans. La lecture du testament fut le moment où nous avons eu la certitude concernant les conditions de l'héritage, a ajouté doucement la mère de Béatrice, parlant enfin. Nous devions protéger les intérêts de la famille. De qui était l'idée, a demandé Julien. La question a flotté dans l'air. Béatrice a regardé sa mère qui a évité son regard. C'était la mienne, a finalement dit Béatrice. J'ai fait des recherches sur les médicaments. J'ai trouvé les fournisseurs. J'ai tout planifié. Mais j'ai capté le regard qui est passé entre elle et sa mère. C'était un effort conjoint, même si Béatrice prenait le blâme. Le spécialiste de la fertilité que tu recommandais, ai-je dit soudainement, me souvenant du docteur Bernard. Il était dans le coup aussi, n'est-ce pas? Le silence de Béatrice était une réponse suffisante. C'est mon camarade de chambre marié, a-t-elle admis. Il a accepté de faire des tests qui montreraient que tu avais des problèmes de fertilité, même si ce n'était pas le cas. La toile de tromperie était plus étendue que je ne l'imaginais. Il ne me droguait pas seulement. Il manipulait mes soins médicaux, créant un faux récit sur ma santé qui justifierait leurs actions. C'est insensé, a dit Julien en se reculant sur sa chaise. Vous êtes toute folle. Nous sommes pragmatiques, a répliqué Béatrice. Ce que tu n'as jamais été. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Béatrice parlait toujours, continuait de confesser, continuait de justifier ses actions. Chaque mot était une preuve. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, remarquant le téléphone. Je m'assure qu'il y ait une trace de tout ce que tu viens d'admettre, ai-je dit. Pour les accusations criminelles que je déposerai demain. La couleur a disparu de son visage. Des accusations criminelles. Agression, fraude, complot. Mon avocat pense que nous pouvons présenter un dossier solide. Béatrice a regardé désespérément autour de la pièce, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Dans sa panique et sa rage, elle avait tout avoué publiquement. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. Regarde-moi faire, ai-je dit et je suis sorti par la porte. La porte d'entrée s'est fermée derrière moi avec une finalité qui a résonné dans l'air du soir. Je me suis tenu sur le porche un moment, respirant l'air frais de la nuit d'automne, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. La paix. Ma voiture était garée au bout de l'allée, mais je me suis retrouvé à marcher lentement, savourant chaque pas loin de cette maison. La lumière du porche projetait de longues ombres sur la pelouse manucurée, et j'entendais des voix étouffées, toujours en train de se disputer à l'intérieur. Ils pouvaient se battre autant qu'ils voulaient maintenant. Ce n'était plus ma bataille, Chloé. La voix de Julien a traversé la nuit calme. J'ai entendu la porte d'entrée claquer derrière moi, c'est pas rapide sur l'allée. S'il te plaît, attends 1 minute. J'ai atteint ma voiture et je me suis retourné. Il se tenait à mi-chemin de l'allée, ses cheveux en désordre, sa chemise froissée par le chaos émotionnel de la soirée. À la faible lumière des réverbères, il semblait plus jeune, d'une certaine manière, plus vulnérable que l'homme qui me mettait la pression pour avoir des enfants quelques semaines auparavant. Cela change tout, a-t-il dit en s'approchant, mais en gardant ses distances. Je n'avais aucune idée de ce qu'il te faisait. Tu dois me croire. Je te crois, ai-je dit simplement. Mais cela n'a plus d'importance. Comment peux-tu dire ça? Je suis innocent dans cette affaire. Ils nous ont manipulés tous les deux. Je me suis appuyé contre ma voiture, étudiant son visage. Tu as raison. Tu ne savais pas pour la drogue. Mais tu savais autre chose, n'est-ce pas? Il s'est décalé mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu savais que je n'étais pas le problème. Au fond, tu savais que quelque chose n'allait pas avec la situation, pas avec moi. Mais au lieu d'enquêter, au lieu de me soutenir, tu as choisi de m'en blâmer. J'étais frustré. Tu m'as dit que nous devrions divorcer si je ne pouvais pas avoir d'enfant, les jeux interrompus. Tu m'as fait me sentir défectueuse, brisée, indésirable. Tu ne connaissais peut-être pas la drogue, mais tu savais certainement comment tordre le couteau. Les mots ont flotté entre nous dans l'air frais de la nuit.
Les épaules de Julien se sont affaissées alors que la vérité de mes propos s'installait. Je peux changer, a-t-il dit calmement. Nous pouvons recommencer. Je serai différent. Je sais que tu le seras, ai-je dit, et je le pensais. Cette expérience te changera. Tu seras plus prudent avec ta prochaine relation, plus conscient de la façon dont tes mots affectent quelqu'un que tu prétends aimer. Mais cette relation ne sera pas avec moi. Chloé, s'il te plaît. Je t'aime. Les mots qui autrefois faisaient battre mon cœur maintenant sonnaient creux. Non pas parce qu'il ne les pensait pas, mais parce que j'avais finalement compris que son amour était toujours venu avec des conditions que je ne pourrais jamais remplir. Tu aimes l'idée de moi, ai-je corrigé doucement. Tu aimes avoir une femme qui s'intègre dans les attentes de ta famille, qui peut te donner les enfants que tu veux selon ton calendrier, qui ne remettra pas en question la façon dont les choses ont toujours été faites. Mais ce n'est pas qui je suis. Il a fait un pas en avant. Ce n'est pas vrai. Je suis tombé amoureux de toi avant que tout cela n'arrive. Oui, tu l'as fait. Mais tu es tombé amoureux de moi au moment où je n'ai pas pu livrer ce dont tu avais besoin assez rapidement. Une voiture est passée, ses phares illuminant brièvement nos deux visages. À ce moment-là, je l'ai vu clairement, non pas comme le méchant de mon histoire, mais comme un homme qui avait été élevé par des gens qui valorisaient l'argent et le statut plus que l'humanité et l'amour. Il était autant victime de leur manipulation que moi, juste d'une manière différente. Les papiers de divorce seront traités dans les 60 jours, ai-je dit doucement. Je ne te demande rien. Je veux juste ma liberté. Et la maison, tes affaires? J'ai déjà sorti mes affaires importantes hier. Tu peux garder le reste. Tu avais l'air stupéfait. Tu as tout planifié. Je devais le faire. Une fois que j'ai su la vérité, je ne pouvais plus rester dans cet environnement. Je loge chez ma sœur pendant que je réfléchis à la suite. Et qu'est-ce qui vient ensuite, a-t-il demandé. J'ai souri et cela a semblé sincère pour la première fois depuis des mois. Je ne sais pas encore. C'est la partie belle. Derrière nous, la porte d'entrée s'est ouverte et Béatrice est apparue, son visage pâle à la lumière du porche. Elle a commencé à marcher vers nous, mais j'ai levé la main. Ne fais pas ça, ai-je appelé. Nous n'avons plus rien à nous dire. Chloé, je peux expliquer. Tu as déjà suffisamment expliqué. Mon avocat s'occupera de toute communication future. Béatrice s'est arrêtée de marcher, se serrant les bras. Cela va détruire la famille. Non, ai-je dit fermement. Tu l'as déjà fait. Je refuse juste d'être détruite avec elle. J'ai ouvert la portière de ma voiture et me suis arrêté, regardant Julien une dernière fois. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, j'espère que tu trouveras le bonheur. Le vrai bonheur, pas celui qui vient de l'argent ou de l'approbation familiale. Et j'espère que quand tu le trouveras, tu le reconnaîtras et tu te battras pour lui correctement. Chloé, au revoir, Julien. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je pouvais le voir debout dans l'allée, Béatrice retournant vers la maison, la chaude lumière se déversant des fenêtres qui autrefois ressemblaient à un foyer. Alors que je m'éloignais, j'ai baissé les fenêtres malgré l'air frais. Le vent s'engouffrait dans mes cheveux, emportant les derniers vestiges d'une vie qui m'étouffait lentement. Au premier feu rouge, je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux étaient clairs, plus embués de confusion et de doute de soi. Mon visage semblait différent, plus fort, plus déterminé. C'était qui j'étais vraiment sous toute la manipulation et le gaslighting. Mon téléphone a vibré avec un message de ma sœur. Comment ça s'est passé? J'ai tapé en retour. C'est fini. Je suis libre. Sa réponse est arrivée immédiatement. Viens à la maison. J'ai fait ta soupe préférée. La maison. Pas la maison que j'avais partagée avec Julien. Pas la vie de rêve que j'avais essayé de construire avec quelqu'un qui ne pouvait pas vraiment me voir. La maison était là où les gens m'aimaient inconditionnellement. Où je n'avais pas à me produire ou à prouver ma valeur. J'ai traversé les rues familières de mon quartier d'enfance. Devant le café où Julien et moi nous étions rencontrés pour la première fois. Devant le parc où nous avions eu notre première vraie conversation. Ces lieux ne me faisaient plus de mal. Ce n'étaient plus que des endroits, une partie d'une histoire qui s'était terminée. En me garant dans l'allée de ma sœur, je me suis assise dans la voiture un moment, savourant ce sentiment de complétude. J'avais fait quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir la force de faire. J'avais abandonné une vie qui semblait parfaite à l'extérieur,
mais qui était du poison à l'intérieur. La lumière du Porsche s'est allumée et ma sœur est apparue dans l'embrasure de la porte, son visage plein de préoccupation et d'amour. Le vrai amour, celui qui ne vient pas avec des délais, des conditions ou des exigences génétiques. Je suis sorti de la voiture et j'ai senti mes pieds solides sur le sol sous moi. Demain, je commencerai à reconstruire. Ce soir, je serai simplement reconnaissante pour le courage de me choisir. L'air de la nuit semblait vif et plein de possibilités.